tous, donc aujourd'hui on redébute une ossature bois chez Monsieur N, donc le client Olivier, c'est ça vous m'avez dit. Exactement. Donc cette fois-ci voilà, il n'y aura pas de bip et tout ça, c'est Olivier, Monsieur N. Donc c'est une petite ossature proche de chez moi. Alors on va essayer d'être un peu plus technique, ou en tout cas d'aller un peu plus en profondeur que la première fois. C'est-à-dire on va vous montrer un petit peu les découpes du départ, pourquoi est-ce qu'on monte l'ossature d'une manière ou d'une autre. Il y a une accroche un peu particulière ici parce que c'est un mur en crépi. Donc voilà, donc on va commencer par la pose des bandes étanches et des lisses basses. Donc ici je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait les découpes des bandes étanches dans les coins. Alors ici c'est un 10 bas, mais moi je travaille toujours avec un EPDM. On a déjà fait les découpes, donc c'est surtout pour vous montrer un petit peu comment est-ce que vous devez procéder. Je pense à certains comme Steven Wood qui va se lancer dans la maison de sa ossature bois là, du côté de la Cano. Ben voilà, il pourra peut-être s'en inspirer. Donc première chose à faire, donc vous imaginez, vous avez votre bande étanche qui part tout le long de votre mur en béton cellulaire et vous faites déborder votre membrane étanche de la largeur de votre finition extérieure. Donc admettons c'est du bardage qui fait 6 cm, vous laissez sortir de 6 cm. Si c'est une brique de 10 cm, vous laissez sortir de 10 cm. D'accord? Donc ici on va couper la membrane droite, on laisse ressortir la membrane. Ensuite vous venez aligner votre cutter le long du bloc, tout le long de votre mur. Voilà. Et vous venez redescendre le long de votre bloc, d'accord? Hop. Toute votre découpe ici le long. Voilà. Une fois que la première découpe est faite, donc on va considérer, tu as une planche de... Ah ben voilà. Donc vous avez votre planchette qui revient dessus, d'accord? Ensuite, vous avez la deuxième membrane qui vient de ce sens-ci. Et là, en fait, vous allez faire deux découpes. Donc votre membrane revient totalement. Dans le prolongement de votre mur, vous allez faire une découpe de la hauteur de votre bloc. Donc la coupe ici, la hauteur ici correspond à la hauteur du bloc. Vous faites une coupe et vous redescendez dessus. Ensuite, vous faites pareil, un carré ou un rectangle de la hauteur de votre bloc jusqu'à l'épaisseur de la partie basse. Donc une première coupe droite, une deuxième coupe dans la même prolongation et vous venez redescendre cette partie ici en dessous et celle-ci par-dessus. Ok? Comme ça, vous avez un coin parfaitement étanche et vous n'avez pas de surépaisseur dans le coin de votre bâtiment. Donc ici, je remonte, vous avez votre coupe droite le long de votre bloc qui vient redescendre. Ok? Ensuite, vous avez cette partie ici qui revient recouvrir par le bas et celle-ci par-dessus. Okay. Une fois que ça c'est fait, on vient mettre une deuxième bande étanche en dessous de la lisse basse. Donc ici c'est un 10 bas qui va faire une forme de U. D'accord? Pour venir protéger en fait votre lisse basse des agressions éventuelles extérieures ou des éventuelles remontées d'eau. Donc comme ça, votre partie basse de structure est totalement étanchéifiée et protégée.
Ok? Ça te semble clair, Louis? Les coupes aussi? Monsieur N aussi? Parfaitement. Allez, alors. Eh ben, on continue. Donc on continue en fait la pose d'hélice basse. Alors tout simplement l'hélice basse, comme vous avez vu, donc les coins avec les membranes étanches, le dit bas en forme de U, et maintenant on installe la lisse basse tout simplement avec des fixations. Cheville à frapper 10 par 100, tous les 60 cm ou tous les 80 cm en fonction en fait de l'ossature que vous allez avoir. Ensuite, deux possibilités. Il faut comprendre que l'ossature bois, elle doit subir les effets du vent en poussée, mais en soulèvement, il y a beaucoup moins de problèmes. Donc beaucoup de gens se disent oui, il faut aller rechercher le béton pour maintenir, etc. En fait, les blocs sont maçonnés correctement. S'ils sont maçonnés correctement avec soit de la colle PU, soit avec du mortier si c'est des blocs béton, il n'y a aucun problème de soulèvement et aucun problème de poussée. Donc ces chevilles ici sont juste là pour permettre au bâtiment de ne pas être poussé vers l'intérieur. Il faut savoir aussi que pour une maison ossature bois, vous devez avoir un mur de refend tous les longueurs de 6 mètres maximum. Donc si vous avez un pan de mur qui fait 6 mètres, vous devez avoir un mur de refend de minimum 60 cm à l'intérieur. Au-delà, vous risquez d'avoir des panses de vache qui se créent dans le mur avec les effets du vent. Pour augmenter la résistance, pour ceux qui sont un petit peu inquiets justement de ces effets de soulèvement, on travaille avec ce type de choses. Donc c'est du feuillard, donc qu'on vient insérer sur la lisse basse, qu'on vient redescendre ici et qu'on fixe dans la dalle de béton. Donc on va la fixer ici avec des clous crantés ou avec des clous torsadés, d'accord? Et ensuite on va venir rechercher la dalle de béton, fixée ici à l'intérieur, et quand on va recouler la chape, carrelage et tout ce qui suit, le bâtiment sera totalement ancré dans le sol. Donc ça, ici, c'est une demande spécifique de l'architecte, donc on va le faire comme ça, mais vous pourriez très bien vous contenter de mettre les chevilles à frapper. On a fait un bâtiment à Burdine sur 3 étages, fixé comme ça fait 7 ou 8 ans qu'il est fait et le bâtiment ne bouge pas. Donc voilà, on continue la pose d'hélice basse et puis alors on va attaquer le débit des structures, donc des montants, pour monter les ossatures. On revient vers vous pour vous expliquer qu'est-ce qu'il faut vérifier, etc. au niveau du montage de l'ossature. Oh le bonnet! Ouais, l'habitude! On se moque de moi! On se moque de moi là! Hein? Je ne suis pas le seul à mettre de bonnet! Ah, il faut... C'est qui coupe? C'est pareil, comme vous voulez. Vous voulez essayer de couper ou... Ouais, allez-y. Non, mais si vous êtes chaud, en fait, il faut juste veiller. Il faut quand même juste expliquer. Ce qui se passe, c'est votre main, toujours regarder votre pouce. C'est une connerie, mais je ne sais pas comment vous tenez. Il y en a qui tiennent comme ça, moi je tiens comme ça. Donc si vous êtes comme ça, vous avez vu, vous avez le doigt qui parle. Juste toujours bien regarder où votre pouce est, c'est le seul truc. Donc l'idéal, c'est d'avoir sa main juste à côté de ça. Comme ça, vous êtes certain. Juste appuyer ici, partir de là, lancer la machine, on rentre dedans, en une ou deux passes, comme une cheville, mais ici on est en extérieur, ça veut dire que quand les bois sont légèrement humides ou autres, la lame va se resserrer dessus et vous allez reculer. Donc il faut toujours faire une première coupe et une deuxième, et toujours partir du bout, pousser dedans, avancer plusieurs fois. Ça va, ok. Ça va? C'est le seul truc.
d'où l'intérêt de choisir des listes droites. Ah, ça va pas aller. Faut aller chercher une presse ou quoi. Il faut la... Ouais, mais ça, d'accord, mais c'est l'autre qu'il faut tourner, tu vois, il faut tourner les deux en même temps, en fait. Ouais, j'avais mis de ce côté aussi. Il faut essayer de juste la faire un peu briller comme ça, pendant que moi je fais... Ici, par là. Par où en fait? Là, il faut qu'on soit à fleur ici. Donc je la prends un peu vers moi par ici. Ouais, voilà, c'est ça. Encore un peu plus. Voilà, on n'est pas d'équerre du tout. Ah, je le vois direct. Ok, avec le... du linteau et on voit des linteaux à plat, donc ils viennent et ils prennent leur linteau et ils le mettent comme ça, d'accord, et puis alors tu as un montant à gauche, un montant à droite qui supporte, mais c'est pas suffisant. Déjà pour supporter un linteau il faut minimum 5 cm, idéalement 7 cm, donc un montant comme ça c'est 3,8, donc c'est trop limite. Donc qu'est-ce qu'on fait? On double. Et là, on a 7, on a les fameux 7, puisqu'on a 7,6 cm. D'accord? Donc ça, c'est super important. Et un linteau, ça ne se tient jamais à plat. Regarde, un bête exemple. Je me mets ici dessus, qu'est-ce qu'il fait? T'as vu comme il fléchit? Je fais quoi? 75 kg? Allez, j'ai peut-être pris du poids, 80. D'accord? Non, mais ce que je veux dire, tu vois, ça fléchit. Donc si je mets un linteau, par contre, je me mets ici, c'est parce qu'il est fin, que je risque de basculer, mais je peux toujours essayer de le faire plier. Hein. Jamais je vais y arriver, même si je prends beaucoup de poids. Tu vois. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'un linteau de porte, ça se met toujours à plat. Pourquoi sur champ? Pourquoi? Parce que tu vas avoir les descentes de charge de ton gîtage, tu vas avoir les descentes de charge éventuelles d'une toiture, et donc, dans tous les... Voilà, et donc, ouais, mais le problème, c'est qu'il y en a plein qui ont leur linteau à plat. Donc toujours penser les linteaux, mais même pour tes cloisons intérieures, hein, quand on va faire la cloison intérieure ici, tu vois, même si c'est un linteau de neuf, on le met sur champ, parce que bah, c'est beaucoup plus résistant que si on le met à plat. Donc on les met toujours sur champ. Et en plus de ça, ici il y a une partie de la cloison de neuf qui sera porteuse, puisqu'on a une portée supérieure à 5 mètres, donc ici on a la chance d'avoir une cloison, donc on peut considérer la cloison de neuf comme porteuse à partir du moment où on double la lisse haute et à partir du moment où on a un linteau suffisant au niveau des portes. Si je te mets un linteau de neuf pour, j'invente, 750 kg de charge, sur le linteau, ça va être trop petit, tu vois. Mais par contre, ici, toutes les charges vont être réparties puisqu'on a un anthrax de X, j'ai calculé, je ne me souviens plus exactement, c'est sur les plans. Automatiquement, on sait que le linteau de 9 ou de 18 sera suffisant que pour récupérer la descente de charge. Ça va, ok. C'est vrai que... Voilà.
Ok, on va là. Là, regarde, par exemple, ici, je sais déjà voir que je ne fais pas d'équerre. Tu vois, avec l'ouverture. Ouais, Je sais déjà que je dois reculer un petit peu. En fait, c'est des conneries, ça, mais tu vois, c'est ça qui fait que dès le départ, si je pars pas d'équerre, on a des emmerdes. Enfin, tu vois, les clous vont pas bien. Regarde là, je suis bien à plat. C'est ça tantôt que tu vois, quand on a dû forcer, c'est parce qu'on était légèrement hors équerre. Tandis que là, ben, on est bien d'équerre. Enfin, en tout cas, presque, beaucoup mieux que tantôt. Donc maintenant, je vais clouer et je vais avoir beaucoup plus facile après à ajuster mon ossature et mes diagonales, tu vois. Tu sais, dans les usines, ils ont carrément des bancs de montage, hein, donc voilà. Moi, c'est justement aussi ça la fierté, c'est de se dire que en les faisant comme ça à la main, des fois dans des conditions très compliquées, etc., qu'on ait quelque chose de nickel. Tu vois, quand c'est assemblé et tout, c'est propre. Il faut juste qu'on remette ce linteau là, quand, tu vois, c'est le niveau, c'est parfait, ça bip au laser, c'est machin, et tu vois. Alors, ce qu'on va faire, donc tu te mets à 10, au coin. Donc ici au coin extérieur, et moi je mesure la diagonale. Puis après tu vas là-bas, ou là, peu importe, à 10. Pourquoi est-ce que je fais 10? Franchement, bonne question quand même. En fait, regarde, si je te dis, bah tiens, mets-toi là, Ouais. à 0, tu vois, ouais, c'est où, tu vois. Tandis que là, à 10, bah, tu es sûr, t'as vraiment, précis, voilà, c'est plus précis. Donc moi, la mesure, en fait, on s'en fout. La vraie mesure, tu vois. Donc, la même chose. voilà, tu as tout compris. Comme ça, en fait, le principe, c'est ça, c'est qu'on arrive à être propre. Alors, ne jamais tordre. Voilà, toujours garder tordu, comme ça on est certain. Donc ici, moi j'ai 3,72 m, 4. On va aller là. 6, 7, Attention. Pardon. 8, 9. Et là j'ai 3,76 m, 4. Donc 3,72 m, 4, 3,76 m, 4, on a 4 cm de différence. Donc il faut que je divise cette différence en deux pour être certain d'avoir la même diagonale. Donc on a 4 cm de différence, donc je vais faire 4,74 m. Comme c'est ici le plus grand, ben je repousse ici pour arriver à mes 2. D'accord? Okay. Donc 4,74 m. Voilà, virgule 4. Maintenant si tu viens là, 4,74 m. Donc, quand tu as une différence, c'est ça en fait. Quand il y a une différence dans les diagonales, il suffit de faire le calcul de la différence qu'on a, diviser en 2, et tu arrives alors. Voilà, exactement. On va vous présenter un petit article qui nous permet de fixer l'ossature dans le crépi. Donc comme vous avez pu remarquer, c'est pas une maison en briques ou en pierre ou autre, c'est vraiment un crépi isolé, donc ou plutôt une isolation avec un crépi par-dessus, et on doit pouvoir avoir un ancrage certain de l'ossature, à savoir que c'est le contreventement des panneaux extérieurs et intérieurs qui vont permettre au bâtiment de ne plus travailler. Mais on a découvert ce genre de cheville qui permet d'avoir une force d'arrachement importante. Au cisaillement, c'est nul, mais au niveau de l'arrachement, c'est vraiment super intéressant. Donc ça me plaisait de vous présenter le produit pour justement résoudre ce type de problème quand vous devez vous fixer dans une isolation avec du crépi en façade. Alors on va vous montrer un exemple justement sur un panneau type Unila, comment ça fonctionne. Le client est costaud, il est pompier, donc il va tirer dessus pour vous montrer quand même qu'il y a une fameuse résistance à l'arrachement, parce que je vois déjà arriver dans les commentaires, ouais c'est n'importe quoi, ça ne tient pas. Donc on va vous montrer tout ça. Donc tout simplement, vous prenez votre cheville, c'est pas le bon embout, évidemment. Louis qui me fait des blagues. Merci Louis. Donc voilà, c'est tout simplement.
venir fixer la cheville dans le panneau d'isolation. Et ensuite, c'est des vis de 6 par 100 ou de 6 par 120 en fait, en fonction de la taille du chevron à positionner évidemment. Alors ce type de cheville permet de fixer des épaisseurs de bois jusqu'à 6 cm d'épaisseur. Donc c'est quand même pas trop mal. Au niveau de l'arrachement, ne me demandez pas les caractéristiques exactes, je ne les connais pas. Mais en tout cas, on va, si je remets le même en bout. Hop, voilà. Voilà. Donc on considère que c'est un morceau de vis, enfin de bois, pardon. Et alors maintenant, Monsieur N, costaud, va nous montrer que... Allez, je vais tester ça. S'il arrache, on recommence. Hein. Impossible. Vous voulez un muscle? Ah, ouais, peut-être. Vous laissez avec une pince? Franchement, c'était super bien. Non, voilà. Donc, c'était pour vous présenter en fait un petit peu le produit. C'est vraiment quelque chose qui résiste assez bien à l'arrachement. Nous-mêmes, on a été surpris. Alors, on rajoute évidemment une colle type high-tack. Donc, c'est une colle qui résiste à 400 kg au mètre carré. Donc, en fait, si vous reportez ça en termes de centimètres carrés, c'est voilà, des tonnes. Donc, nous, on va coller maintenant et on va mettre ce petit ustensile. Alors, la petite astuce justement pour positionner ce genre de choses par rapport à une cheville à frapper où en fait vous allez forer et puis venir mettre votre cheville à frapper, ici il faut vraiment que vous soyez parfaitement centré par rapport à l'axe de la cheville. Donc pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? On vient présenter la structure, on la met parfaitement d'aplomb et parfaitement de niveau à l'endroit où elle doit se fixer et on vient en fait pré-percer tout simplement aux endroits où on doit venir mettre notre cheville. Donc moi je perce et je vais faire ça aux différents endroits où je vais mettre ma cheville. Ensuite je vais retirer ma structure et je vais pouvoir positionner ma cheville dedans et après venir remettre mes vis tout simplement. Mais c'est super important évidemment de pré-percer et de centrer correctement, sinon votre structure après elle ne sera pas d'aplomb ou en tout cas positionnée où elle devait être mise initialement. Voilà, donc on va faire ça, on vous reprend après. Donc voilà ce que ça donne une fois positionné dans le crépi. Ça va là? Ouais. Et alors voici le type de colle qu'on utilise pour fixer la structure contre le mur. Donc je fais 2 cordons de colle de part et d'autre et je viens plaquer dessus. Voilà. Vous remarquez que pour une fois je travaille parce que j'avais vu dans les commentaires, ouais, il y a que Louis qui travaille et tout ça. Donc je travaille un petit peu. Enfin je mets le silicone. Hein.
maintenant on va mettre toutes les poutres. À savoir qu'on a dû manutentionner toutes les poutres parce que le chauffeur, donc Biemar, pour ne pas les citer, ont eu la gentillesse de nous livrer devant le bâtiment alors qu'on a des poutres de 6,50 m à manipuler. Mais voilà, ça se passe super, super collaboration. On avait déjà fait avec Monsieur Legrand, souvenez-vous, en janvier. Là, Monsieur N, super, on s'amuse bien. On continue puisque maintenant, on va faire tout ce qui est gîtage, toiture plate, bardage extérieur. Donc, on vous reprendra pour la suite et on essayera de vous expliquer le maximum de ce qu'on peut faire. Voilà, allez, à bientôt.